Bonjour à tous. C'est ça, je vais vous parler d'une étude qu'on a faite dans le secteur aéronautique sur une demande sociale qui avait été faite alentour des questions de rotation avec une population d'assembleurs-monteurs. Une étude qui a duré près de 2 ans dans l'entreprise. Donc, la demande qui nous a été faite, une entreprise qui voulait développer la polyvalence des assembleurs par l'instauration de la rotation des postes. Ce qu'on a compris, en fait, là, initialement, c'était beaucoup pour freiner l'augmentation des troubles musculo-squelettiques qui affligeaient cette population-là. Vous allez voir, c'est en moyenne des gens qui avaient 40 ans, mais que ça fait déjà près d'une quinzaine d'années, voire 20 ans, qui travaillaient déjà. Donc, des problématiques de troubles musculo-squelettiques, beaucoup aux membres supérieurs. Mais on a compris, avec la suite de l'étude, qu'il y avait aussi une volonté, puis ça, maintenant, là, ça ne nous surprend plus parce qu'on est en train de faire une étude dans ce secteur-là. Puis l'idée de pouvoir jouer avec la main-d'œuvre dans le sens de la déplacer en différents endroits où il y a de la production, un goulot à un moment donné qui fait qu'on est obligé de prendre des travailleurs, d'aller les porter. Bon, on cherche cette flexibilité-là. Et le contexte dans lequel on était ne rend pas ça facile parce que les tâches exigent un haut niveau de qualité, exigent beaucoup de compétences. Donc, la rotation posait des problèmes à cet effet-là. L'objectif qu'on avait défini avec l'entreprise, c'était d'identifier les conditions. On n'était pas censé mettre en place la rotation puis la tester, mais on a fait 2 petites tentatives qui finalement se sont avérées des essais très, très intéressants en termes d'apprentissage pour nous et pour l'entreprise aussi sur les difficultés qu'on rencontrait. Puis ça nous a permis de tomber sur d'autres déterminants, d'autres conditions du travail qui jouaient un petit peu sur cet aspect-là. Bon, rapidement, juste pour vous dire que les gens étaient ouverts à la rotation, mais quand on a fait les entrevues, déjà les questions de qualité, puis le fait que va-t-on pouvoir rencontrer les exigences de qualité émergeaient déjà dès les premiers entretiens qu'on a fait avec eux. Juste pour vous parler de ces enjeux de qualité-là, vous voyez, on a fini le panneau, puis on a une 50aine d'erreurs à peu près qui a été fait. C'est des trous qui sont trop gros, qui n'ont pas le bon angle, ce qu'on appelle des tool marks, on abîme la surface sur laquelle on est en train de travailler, vous voyez. Donc, il faut les corriger, ces erreurs-là, avant que le panneau puisse poursuivre à son assemblage final. Le modèle qu'on utilise, en tout cas dans l'ergonomie que je pratique, c'est cette idée-là qu'entre le travail qui est censé être fait et celui que les gens font réellement, on constate toujours un écart en ce qu'on appelle le travail prescrit et le travail réel. Bon, puis les personnes, ce qu'ils font, ils essayent de réguler cet écart-là, ils essayent de compenser cet écart-là, qui est causé, en gros, par les conditions dans lesquelles on travaille, les contraintes qu'on rencontre, la variabilité des équipements, le fait qu'on ait des imprévus. C'est ça qui explique cet écart-là. Et les gens essayent toujours de la gérer, puis nous, on essaie de comprendre comment les gens s'y prennent pour gérer cet écart-là. C'est ça qu'on essaie de faire, dans le but de voir 2 éléments. En termes de production, est-ce que ça affecte l'efficacité productive de l'entreprise, mais aussi des effets sur le travailleur. En termes de santé-sécurité, mais en termes d'apprentissage, de développement de ses compétences, de son identité professionnelle. Donc, on essaie de voir autant les effets positifs que les effets négatifs. L'entreprise dans laquelle on était, c'est une multinationale québécoise dans le secteur de l'aéronautique. Il y a beaucoup de monde là-dedans, puis il y a beaucoup de monde à Montréal aussi, là, dans la grande région de Montréal. L'usine dans laquelle on était, bon, 2000 assembleurs, c'est la population la plus importante avec 600 employés de bureau. C'est une demande paritaire qui nous a été faite. Donc, le syndicat a été impliqué dans la demande, puis dans les comités de suivi qu'on a mis en place par la suite, puis dans les comités de travail, et ça a été très salutaire. Puis, il y avait une préoccupation pour l'entreprise de conserver ses valeurs, parce qu'on commence à délocaliser un petit peu l'assemblage dans certains endroits, et ça cause des problèmes de qualité. Donc, ils sont beaucoup dans cette réflexion-là à l'heure actuelle, cette entreprise-là. Le département où on a fait ça, c'est le département peut-être le pire. On n'a pas eu des conditions facilitantes, mais on l'a choisi pour ça. C'est un département où il assemble 2 cabines de pilotage, 2 des gros avions là, que la compagnie produit beaucoup. On l'a choisi à cause de la complexité des structures assemblées, qui occupait une position assez stratégique. C'est une, comme je le mentionne plus tard, c'est une organisation en ligne. Donc, quand on a des problèmes à ce département-là, ça peut avoir une conséquence sur toute la séquence d'assemblage, si vous voulez, le mouvement que la cabine peut avoir. Puis, à cause des risques aussi pour la santé des travailleurs. Donc, une organisation en ligne et un aspect particulier, c'est cette idée-là que les cycles de travail sont longs. Quand on fait de la rotation, normalement, on est dans des cycles, tu sais, c'est travail très rapide et tout. On change de poste assez rapidement. Donc, c'est des temps de cycle qui peuvent être de l'ordre de la seconde, de quelques minutes. Là, on était dans l'ordre de plusieurs jours pour chacune des séquences d'assemblage qui étaient faites, du moins plusieurs heures pour certaines étapes d'assemblage dans lesquelles on était. Et ce qui est particulier un peu, là, très rapidement, c'est que ce n'est pas des postes physiques qui sont distincts, c'est les gens qui tournent alentour de la cabine. La cabine se déplace à 4 stations.
Donc, les postes, en fait, ce sont des étapes d'assemblage. Ça aussi, ça a été particulier parce que quand on essayait d'interagir avec les gens de l'entreprise, eux autres, bon, ils ont compris ça assez rapidement, mais ça fait quand même assez atypique sur ce qu'on fait normalement en concernant la rotation. Les 4 stations, c'est celle-là. On commence par à peu près rien, puis on finit avec la cabine assemblée. Il faut que vous voyez que les pièces s'accumulent au fur et à mesure de l'étape, et ça cause des problèmes. Hein. C'est plus compliqué pour certaines opérations de le faire à la station 3 que de le faire à la station 1, parce qu'on se retrouve avec plusieurs pièces alentour de nous, en contrainte d'espace, en essayant d'inventer des postures pour pouvoir mettre en ligne correctement notre outil qu'on est en train de manipuler. Une population quand même qui avait à peu près 40 ans d'âge, mais qui avait déjà tout près d'une quinzaine d'années d'ancienneté. Et lorsqu'on comparait certains indicateurs avec l'enquête Écotest, vous voyez, là, en termes de TMS, au moins une région, on était dans des proportions là, qui étaient très, très fortes. Et quand on regarde des problèmes de santé psychologique aussi, ou de problèmes psychosociaux, comme la demande psychologique, l'attitude décisionnelle, lorsqu'on la combinait, qui est un indicateur d'exigence à ce niveau-là, on était plus élevé également. Beaucoup relié à, je vous dirais, du stress relié à la qualité du travail qui est à faire, puis cette espèce d'idée-là qu'il faut livrer un produit qui est exempt de défauts et tout, et la pression que les gens peuvent se mettre pour faire ça. On est resté là longtemps, on a fait plusieurs choses, des outils très classiques qu'on utilise en ergonomie, observation, questionnaire, beaucoup d'entrevues. Une démarche assez classique, mais beaucoup participative aussi. C'est que c'est des comités, on avait un comité de suivi à l'intérieur de l'entreprise, on avait des groupes de travail avec lesquels on validait les résultats qu'on obtenait avec les groupes. On leur demandait de commenter ce qu'on obtenait comme résultat, puis ça a été ça aussi très intéressant parce que ça faisait des allers-retours où on apprenait plusieurs choses. Par exemple, les analyses vidéo, vous voyez, là, à cause des longs cycles qu'on a fait. Je ne peux pas dire qu'on a regardé ça en détail comme on le fait quelquefois quand on a moins d'heures de vidéo, mais on s'est quand même tapé toute cette observation-là. Beaucoup d'entrevues individuelles et collectives. On a analysé aussi des interactions qu'il pouvait y avoir entre les coachs et les formateurs rendus sur les postes de travail pour voir comment on soutenait les nouveaux qui arrivaient sur les postes là, dans le but parce que ça peut être très utile pour faire de la rotation. Principaux résultats. Ce qu'on a fait, en fait, c'est on a fait le portrait. Il y avait 37 étapes d'assemblage au total, donc 37 possibilités de pouvoir faire la rotation sur les 4 stations qu'on avait. Pour chacune de ces étapes d'assemblage-là, qui pouvaient durer plusieurs heures, comme je l'ai mentionné, on a fourni aux gens de l'entreprise pour pouvoir les aider, parce que ce n'est pas nous qui avons dit comment ils allaient faire la rotation, hein, c'est les gens de l'entreprise qui se sont appropriés ce matériel-là et qui ont décidé, en fonction des contraintes, puis peut-être d'autres impératifs qu'ils pouvaient avoir, de la façon dont ils allaient essayer de faire la rotation comme ça. Mais nous, on leur fournissait du matériel pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées par rapport à ça. La partie du haut, c'est tout ce qui concerne les questions d'apprentissage. Donc, on a documenté en 2 choses à l'intérieur de ça, les difficultés à apprendre ou les défis que ça pouvait représenter d'apprendre une tâche. Hein. Vous comprendrez que c'est essentiel de faire ça parce que c'était ça qui faisait peur beaucoup aux assembleurs. Est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais pouvoir la faire et tout? Donc, on a documenté ça sur 3 aspects. J'y reviendrai rapidement. Et on a quand même innové en termes de facteurs de risque. Là, je vais vous en parler aussi. On avait commencé avec une façon plus classique de faire de l'analyse de risque avec une grille des facteurs de risque et tout. Et là, avec les cycles longs, ça devenait infernal. On n'était pas capable, on investissait à la fois beaucoup trop d'énergie, de temps à l'intérieur de ça. Donc, on a proposé quelque chose d'assez novateur, je dirais, pour analyser les risques avec les cycles longs. Donc, vous voyez des éléments qui concernent la posture et la combinaison effort-vibration aussi, qui était très, très, très présent à l'intérieur des tâches que les gens avaient à faire et qui leur causaient des problèmes d'ailleurs. Donc, vous voyez qu'est-ce que pouvait ressembler une fiche pour une étape, l'étape 5 à la station numéro 3, c'est une étape qui était considérée comme étant facile, à la fois au niveau de l'apprentissage, puis à la fois au niveau des risques. Là, vous avez quelques petits éléments en rouge, mais en fait, grosso modo, c'était assez. Versus une étape, par exemple, l'étape 2 de la station 3, qui, elle, avait beaucoup plus à la fois de défis en termes d'apprentissage pour les gens, mais aussi de l'exposition à des risques qui étaient plus importantes pour cette étape-là. J'imagine que vous voyez bien qu'à partir de ça, bien, comment on alterne entre les différentes étapes, mais ce n'est pas juste les risques et l'apprentissage qui définit comment on alterne aussi. Il y a une séquence d'assemblage qui se fait. Il faut que je répartisse les gens. Donc, il y a plusieurs contraintes, je dirais, pour les gens pour pouvoir établir le bon scénario de rotation. Vous avez beaucoup plus d'informations dans le rapport concernant les conditions, justement, qui sont favorables à la rotation. Je vous les ai résumées ici. Là, je passe très rapidement. Par exemple, la stabilité du collectif. Si le nouveau fait une erreur,
c'est tout le collectif qui est victime de cette erreur-là, parce qu'on doit récupérer cette erreur-là. Il y a des retards, l'équipe qualité doit se présenter, etc. Ça causait plein d'enjeux pour le collectif de travail. Fait que on voyait qu'il y avait une prise en charge collective du nouveau qui arrivait, là, sans trop que ça soit reconnu officiellement par l'entreprise. Et l'entreprise, avec sa volonté de vouloir jouer avec son personnel, déstabilisait beaucoup ce collectif-là. Donc, on voyait que ça avait des conséquences sur la façon dont on intégrait les nouveaux sur le poste. La libération et la préparation des compagnons, c'est un classique. On nous dit tous quand on rentre dans l'entreprise, oui, il y a un compagnonnage, il y a du... Mais dans la réalité, ce qu'on voit, c'est que les gens, bon, ça passe rapidement. Les gens ne sont pas libérés pour faire ce travail-là, ne sont pas reconnus officiellement pour ça non plus. Donc, ils le font avec leur production régulière. Hein, c'est quasiment du bénévolat qu'on leur demande de faire pour pouvoir faire ça. Et on les prépare mal, en tout cas dans l'entreprise où on était, à pouvoir faire cet exercice-là. Nous, on a fortement suggéré qu'il y ait une petite transition entre l'école de formation puis l'entrée sur les postes de travail, parce que l'essentiel, puis là, on est en train, dans le secteur aéronautique, de se rendre compte que l'essentiel de la formation, c'est on-the-job training, là, on est sur les postes de travail, puis c'est là qu'on apprend. Mais on apprend dans des conditions où on n'a pas aucune tolérance à l'erreur. Fait que ça crée un stress d'autant plus grand chez les individus que je ne dois pas en faire. Puis quand j'en fais pas, sachant que l'imprévu est une source d'erreur aussi, c'est un peu, je dirais, un peu embêtant d'une certaine façon. J'ai insisté sur le fait qu'on n'a pas défini la rotation, mais on les a laissés faire. Et ça, les chefs d'équipe, ils tenaient beaucoup parce que la rotation, tu peux décider d'un modèle, mais à un moment donné, je dois gérer les imprévus au jour le jour dans mon entreprise. Donc, il y a peut-être un moment où je vais dire non, le jeune que je voulais qu'il apprenne, non, là, on met un expérimenté parce qu'il faut que la production roule, on est en retard, etc., etc. Donc, il faut de la latitude pour les gens pour pouvoir gérer ça au plus proche possible du terrain. Bon, il y avait beaucoup de problèmes de qualité qui étaient générés, non pas par les individus, là, ce qu'ils appelaient des erreurs humaines dans leur jargon à l'interne, mais qui étaient créées par des problématiques de piècement. Donc, on a essayé de travailler là-dessus pour au moins diminuer les conséquences que ça pouvait avoir. Et on a également suggéré des transformations au poste de travail, ce qui est beaucoup ce qu'on fait généralement en ergonomie. Voici rapidement les modifications qu'on a demandées, mais ça a été très long, puis c'est pas qu'on tape pas sur les mains, là, les doigts de l'entreprise. C'est dans ce secteur-là, ça demande tellement si vous voulez, d'aller se reporter à des organismes réglementaires pour pouvoir modifier tout ce qu'on peut faire sur les postes de travail. Donc, rajouter de l'éclairage, on s'entend qu'on n'est pas obligé de remonter à très haut. Mais quand on change des procédures de travail, lorsqu'on déplace des étapes d'assemblage, ça prend des approbations, puis ces approbations-là peuvent être difficiles à obtenir. Nous, le but de faire ces transformations-là, c'était à la fois d'alléger à la fois les contraintes que les gens avaient, mais aussi faciliter un peu l'exécution du travail aussi pour rendre ça plus convivial pour les gens qui apprennent la tâche. Des retombées plus pratiques, plus immédiates, je dirais, bon, une prise en charge de la rotation par l'entreprise. Il y a eu un groupe de travail qui a été créé auquel on a participé un peu, mais nous, le projet arrivait à terme, donc on s'est retiré de ce groupe-là. Mais ça a été bénéfique quand même parce qu'ils se sont rendus compte de ce à quoi ils se confrontaient et la difficulté que ça pouvait représenter. Mais je sais, par ailleurs, qu'il y a une étude qui a été amorcée aussi par un stagiaire dans un autre département, qui est le département du sablage, où les exigences de qualité sont peut-être moins élevées et tout. Puis il a réussi, avec l'équipe en place, à mettre quelque chose au niveau de la rotation qui a l'air de bien fonctionner. Mais ça aurait été probablement préférable, mais pour les besoins de la recherche, moi, j'en suis très satisfait. Pour les besoins de l'entreprise, on aurait peut-être eu intérêt à s'attaquer à un département peut-être d'un niveau de complexité moindre un petit peu pour pouvoir mâcher un petit peu l'éléphant, puis après ça, aller vers quelque chose qui est plus compliqué, là, comme on l'a fait. Moi, je suis très fier de cette grille-là qu'on a développée, puis les gens de l'entreprise se sont appropriés, puis je vous dirais, puis moi, je pense qu'elle mérite d'être connue. Donc, une grille qui permet d'identifier les défis opératoires, les exigences d'apprentissage, si on veut, pour une tâche d'assemblage. On a défini 3 grandes compétences. Bon, les habiletés de base, là, on a collé beaucoup au vocabulaire que l'entreprise utilisait, mais c'est toutes les opérations de base que les gens ont à faire, percer, fraiser, rifter. D'ailleurs, c'est ce qui fait que les gens reconnaissent plus ou moins, je dirais, les compétences de ces assembleurs-là, parce qu'ils disent qu'ils font toute la même affaire. Ils percent des trous, ils fraisent, mais ils le font tellement dans des contextes variés. Tu sais, arriver puis faire un rivet comme ça, j'insisterai pas, là, mais faire un rivet comme ça, puis le faire de même, puis le faire de même, puis le faire de même, ça n'a pas les mêmes exigences motrices. Ça a beau être la même opération, c'est tellement fait dans un contexte qui est différent que c'est très sollicitant pour les gens, puis ça demande un apprentissage. On a tout ce qui... ça aussi, c'était un petit peu plus passé sous silence. C'est ce qu'on appelle les tolérances géométriques. Peut-être que vous pensez là, que c'est comme un mécano monter un avion, là, mais c'est pas tout à fait ça. Hein? Il faut toujours jouer avec les pièces. Les pièces sont jamais exactement de la même dimension. Les opérateurs sont toujours en train de jouer avec ces tolérances-là, puis les calculer
ce qui est assez complexe à apprendre, je vous dirais. Là. Ça se passe en millièmes de millimètres et tout, c'est assez impressionnant. Puis tout ce qui est séquence d'assemblage, donc, c'est un petit peu plus facile, mais ça fait appel à la mémorisation, c'est-à-dire dans quel ordre on fait les tâches. Je ne dois pas commencer par ça, je dois commencer par telle chose, parce que si je ne commence pas par celle-là, je vais avoir des problèmes quand je vais arriver pour faire telle opération. C'est mis dans des cahiers de montage, mais ce n'est pas très clair et tout. Donc, les travailleurs développent beaucoup de connaissances reliées à la séquence, ce qui pose des problèmes aux jeunes qui commencent à apprendre de quoi. Juste rapidement pour vous dire qu'il y a déjà eu des choses qui ont été faites un peu ailleurs, par exemple chez Airbus. L'ergonome qui est là-bas avec une équipe de chercheurs s'est beaucoup intéressé aux gestes de perçage. Donc, je ne rentre pas dans le détail, mais juste pour dire c'est plus compliqué qu'on pense, percer un trou qui a de l'allure. Il faut vraiment trouver le bon angle pour pouvoir faire ça. Et le jeu qu'on a, c'est à peu près 2 degrés de précision. Sinon, je fais un trou qui est de mauvaise qualité. Vous voyez que les enjeux de positionnement sont très importants en termes moteurs. Ce qui pourrait être fait avec cette grille-là, c'est connaître de façon détaillée dans différents départements les exigences pour orienter la formation, connaissance des défis pour personnaliser la formation en fonction des endroits où on est, etc., etc. Rapidement, juste pour vous dire que Airbus a développé cette espèce de formation de transition-là, dont on a parlé à l'entreprise, mais ça a des implications en termes de coûts, mais vous voyez qu'on les met dans des conditions d'assemblage qu'on rencontre sur les postes de travail pour qu'ils développent l'habileté motrice à pouvoir faire ce travail-là. Une grille d'analyse des facteurs de risque qui est adaptée au cycle long aussi. Comme je vous disais, on a assez quand même innové à cet effet-là. Et des retombées qui sont davantage de nature scientifique. Bon, une meilleure connaissance du travail d'assemblage dans ce secteur-là, je pense que c'est bénéfique à mentionner. On a développé la notion de tension pédagogique au travail. Cette idée-là de, quand on essaie de mettre des conditions d'apprentissage dans une entreprise et qui se heurtent aux réalités productives, de quelle manière on réussit à gérer ces tensions-là de temps, de ressources, etc. Donc, on a obtenu une subvention de recherche aussi pour poursuivre un petit peu sur la question de comment on donne la formation dans ce secteur-là, comment on traite de la santé-sécurité en lien avec cette formation-là d'apprentissage à la tâche. Donc, on est en train de faire une étude actuellement, une enquête avec des entrevues dans une dizaine, quinzaine d'entreprises à peu près. Et éventuellement, il y a des réflexions qui sont faites aussi alentour de la question des exosquelettes. On sait que dans ce secteur-là, par exemple en France, les robots collaboratifs commencent à pénétrer le milieu de l'aéronautique. Et j'ai déjà eu des discussions un peu avec les gens de l'interne aussi pour la question des exosquelettes, parce qu'un des gros problèmes qu'on a vu, ça ne se réglera pas ni par des transformations au poste, ni par de la formation, c'est le fameux couple posture-vibration. Et on pense que les exosquelettes pourraient aider à atténuer les vibrations puis à atténuer les moments musculaires, si on veut, qu'on peut avoir, les moments d'effort qu'on peut avoir. Alors voilà, merci beaucoup pour votre attention.